Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que vous avez été nombreux à me demander, le Brunei. Cette espèce de petit royaume aux airs excentriques et sa collection exceptionnelle de voitures plus étranges les unes que les autres. Et plus rares un petit peu aussi. Il y a un petit peu d'argent dans cette collection, je vais pas te mentir. Bon, avant que je te parle de cette collection et comment elle est apparue, parce que spoiler alerte, selon l'histoire officielle, ça s'est fait dans le dos du sultan. C'est pas cool, mec. Il faudrait déjà que je t'explique ce que c'est que ce sultanat. Et vu que je suis ni historien ni géographe, une sympathique historienne a eu la gentillesse de nous faire une petite voix off pour te résumer la situation géopolitique du Brunei. Donc la voilà. La troisième plus grande île du monde après le Groenland et la Nouvelle-Guinée, c'est l'île de Bornéo. Elle est située en mer de Chine, au sud-est du Vietnam, au sud-ouest des Philippines et au large, plein est de Singapour. Ici. Là. Non, pas là. Non, mais pas là non plus. Ah, presque. Là. Ici. L'île de Bornéo, que ce soit à placer sur une carte, à décrire, à comprendre, à expliquer, c'est un bordel. Parce que déjà, c'est une île sur laquelle il y a 3 pays. Et sur ces 3 pays, il y en a 2 qui sont à cheval sur d'autres territoires. Le nord de l'île, c'est un petit bout de la Malaisie, dont le reste du pays est sur le continent. Alors qu'au sud, c'est l'Indonésie, qui est composée de plusieurs grosses îles, Java, Sumatra, et donc la moitié sud de Bornéo. Mais au nord de Bornéo, il y a également 2 petites enclaves de 5700 km², ce qui correspond à peu près à la superficie d'un département français, comme le Tarn ou le Nord-Pas-de-Calais. Ce tout petit pays, c'est Brunei. Ce minuscule royaume existait déjà au temps de la Chine médiévale. Il apparaît dans les archives comme un port de commerce de taille respectable. Il devient musulman entre 1300 et 1550, en même temps que l'Indonésie. Le royaume de Brunei possédait déjà une forme d'indépendance vis-à-vis de la Malaisie. Mais les habitants y parlaient malais, mangeaient comme des malais, vivaient comme des malais. Bref, de là à dire qu'ils étaient malais, il n'y a qu'un pas. Après avoir été sous domination espagnole et portugaise, il devient un protectorat britannique en 1906. Et en 1923, on y découvre du pétrole. Le sultan continue de gouverner mais obéit complètement à l'Angleterre. Ainsi, au moment de la décolonisation des années 50-60, alors que des mouvements veulent plus d'indépendance, voire l'autonomie, comme l'Inde, l'Angleterre dit « non, pas envie. On veut garder le pétrole. Et puis le gaz aussi, parce qu'on en a découvert entre-temps. Et puis un port dans cette région. » En 1962, on va faire bref car ce fut une année chargée. Violence, rébellion, indépendantistes malais qui veulent que ce tout petit bout de sultanat intègre la Malaisie, répression, état d'urgence, constitution abolie. À la fin, les Anglais gagnent. Et depuis, le sultan gouverne seul et par décret. Tout ça pour qu'en 1984, le pays devienne officiellement indépendant. À ce jour, ce même sultan gouverne depuis 1961. L'état d'urgence n'est pas aboli, mais la charia, loi islamique, est appliquée de manière officielle depuis 2013. Pas de médias, de presse ni de télévision n'échappent au contrôle du pouvoir. Le sultan possède un statut spécial qui le lie toujours à l'Angleterre, via le Commonwealth, et la principale ressource du pays est encore aujourd'hui l'exploitation d'hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Même si depuis quelques années, le sultanat essaye de se diversifier et investit dans la finance et le secteur bancaire. Même stratégie qu'à Dubaï au final, les influenceurs en moins. En définitive, tout petit pays, peu d'habitants, pouvoir absolu, soutien total des Britanniques et des Américains durant la guerre froide, le sultan de Brunei est riche, très riche, immensément riche, genre 18 milliards de dollars de fortune personnelle, rien que ça. Bon, on est quelque part dans les années 80, les dates sont un peu floues, mais pour des questions de facilité, on va commencer en 1986, et on se retrouve face à un autre personnage haut en couleur, lui là. Le prince Jeffrey, petit frère du sultan, playboy notoire et fraîchement nommé ministre des Finances du sultanat. Est-ce que tu sens la couille arriver? Est-ce que tu vois l'éléphant dans le couloir? Tu sais que ça va mal se passer. Son boulot, c'est de gérer la BIA, la Brunei Investment Agency, une société offshore qui a pour but de gérer les actifs du pays à l'intérieur et à l'extérieur. Donc les échanges internationaux, le gros argent qui circule. Et son boulot, globalement, c'est de faire fructifier le pays et ses actifs. Sur le papier, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il gère le royaume sur le plan immobilier, énergétique, touristique et même écologique. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'on lui donne accès via la BIA à plus ou moins 100 milliards de dollars en actifs pour mener à bien sa tâche. Et ce grand gourmand de Jeffrey
Alors, t'étonne pas si tu m'entends l'appeler Jeffrey, je t'avoue que c'est beaucoup plus simple pour moi et ce sera plus simple pour tout le monde de l'appeler Jeffrey. Voilà, il va te remettre des glaçons. Donc notre cher Jeff, il a une idée lumineuse. En 1990, il crée d'abord la Amedo Development Corporation, une structure qui, sur le papier, sert à faire des investissements dans l'intérêt du pays que j'ai cité précédemment. Dans la réalité, il s'en sert surtout pour pondre un max de sociétés écrans en Europe. On va pas citer où, mais tu connais les paradis fiscaux, hein. Chez nous, il y en a quelques-uns. Il en crée aussi aux États-Unis, en Asie, à Hong Kong, qui sont des endroits qui sont pas mal non plus pour tout ce qui est manque de transparence financier. Tout ça dans le but de blanchir l'argent du pays. Apprends à frauder en t'amusant avec ton oncle Erect. Alors en fait, les étapes sont plutôt simples si jamais toi aussi tu te retrouves à gérer l'argent d'un tout petit royaume. Déjà, tu commences par créer une société offshore au Luxembourg. En fait, c'est super pratique parce que si jamais tu ouvres une société au Luxembourg, tu n'as pas besoin de dire à l'État à qui appartient la dite société. Ensuite, tu demandes au fonds monétaire de ton royaume de transférer de l'argent de cette société comme si tu n'avais rien à voir avec et que c'était juste un investissement de plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Ensuite, tu utilises ta holding qui possède cette société écran pour commander auprès de la marque qui t'intéresse les biens qui t'intéressent. Et en plus de ça, tu ne manges pas la TVA puisque il n'y a pas de petites économies, même quand tu t'apprêtes à siphonner 14 milliards à ton royaume. Et enfin, quand il faut faire le bilan à la fin de l'année pour ton pays, tu entres cette dépense floue dans un pays étranger comme soutien à l'innovation artisanale. Techniquement, une Rolls-Royce c'est fait à la main, c'est assemblé à la main, c'est de l'innovation et c'est artisanal. Eh oui. Bon, on en arrive au pétage de câble. Juste avant d'acheter un max de caisse, en 91, le Jeff, il achète pour le pays, pour lui, quelques jets privés, quelques hôtels particuliers à Londres, Paris, Los Angeles, là où il peut en fait. Parce que bon, c'est quand même fatigant de claquer du pognon, faudrait quand même songer à se reposer dans un coin sympa. Mais ce qu'il aime, le Jeff, ce qui le ramène à nous, c'est les voitures. Il faut savoir qu'il n'en est pas à son coup d'essai puisque déjà en 88, il avait fait fabriquer un modèle exclusif à Ferrari, la F90, un prototype sur base de Testarossa dont il est le seul à posséder les 6 exemplaires existants. D'ailleurs, c'est la seule voiture où il y a eu forcing auprès d'Enzo et où Enzo n'a rien dit. Voilà, si tu as déjà suivi l'histoire du petit Enzo, tu sais qu'il ne plie pas facilement. En 1989, il avait aussi commandé une Rolls plaquée or pour le mariage du sultan, en toute simplicité et toujours dans le bon goût finalement. Mais c'est à partir de 1990 que ça devient intéressant. Il était temps, parce que j'ai probablement déjà perdu une bonne partie des viewers à parler d'un pays. Alors pour des raisons légales, on n'a pas la liste complète, et je te le dis direct, il me semble qu'il serait impossible de détailler au complet, vu que entre maintenant, donc 1990, et 1997, il a acheté plus ou moins 7000 voitures. Donc on va se concentrer sur les modèles intéressants. Désolé à toi au fond si j'ai pas parlé de la Nissan Figaro que tu aimes tant. Mais en 1990, on est déjà sur une petite centaine de voitures dans l'année. Une Bentley Turbo Air, une Mercedes S600 et 20 à 30 Porsche 911. Pourquoi faire? Je n'en ai aucune idée. Alors ça peut paraître beaucoup, mais pour l'instant, on est surtout sur de l'achat en masse de voitures que le grand public pourrait techniquement s'acheter. Pour l'année 91, il réserve une Jaguar XJ 220 avant même la production, commande plusieurs Ferrari 348 et continue à accumuler des Rolls-Royce Corniche. C'est pareil, pourquoi? Cette année-là, il aurait acheté plus de 250 caisses en doublon. Voilà, on dirait moi dans un buffet chinois à volonté. En 92, pour Jeff, qui voit que la carte dit toujours oui, il commence vraiment à se lâcher. Ferrari F40, Porsche 959, Diablo SE30 et environ une quarantaine de Mercedes toutes identiques. J'ai jamais compris ce truc avec les voitures identiques qu'il avait. C'est aussi là qu'il commence à se demander où il va bien pouvoir ranger tous ces petites emplettes. Du coup, on passe à 1993 où il fait justement construire ces immenses hangars climatisés d'où on voit émerger les photos de la collection du Brunei. C'est aussi cette année-là, pour remplir son beau coffre à jouets tout neuf, qu'il craque complètement sur les commandes. La Ferrari Mythos en 3 fois, même si à la base c'est censé être un one-off, mais bon, pourquoi pas. On a aussi plusieurs Bentley Continental R et des Aston Martin Virage. Encore une fois, si quelqu'un s'amuse à compter à travers ce que je te raconte,
tu comprendras difficilement comment on arrive à 7000 voitures, mais il faut te dire que le Jeffrey, il a des lubies bizarres dont on parlera un petit peu plus tard. Mais il faut te dire que dans cette collection, il y a aussi une quinzaine de Toyota Previa dont, pour des raisons évidentes, je te parle pas forcément. C'est-à-dire que bon, on s'en tape un peu de la Previa, mais elles existent. Revenons-en à nos moutons. En 1994, il commande une Ferrari FX 6 Bentley Dominator qui est plus ou moins un Bentley Bentayga avant le Bentayga et plusieurs Bugatti EB110. Il achète même des véhicules pour ses employés, ce qui est un peu sympa, il faut le noter. On arrive sur l'année 95 et il faut croire que le Jeffrey, il devait sacrément s'emmerder parce que cette année-là, ce sera plus de 1000 voitures qu'il achète. Ça fait plus ou moins 3 voitures par jour. À un moment, il se met à commander des flottes entières de tout ce que Rolls-Royce peut proposer, en configuration blindée. Forcément, quand tu commences à dépenser autant, je pense que tu te dis un petit blindage, c'est pas trop. Il se commande aussi à la chaîne des F355 et des S73 AMG. Il dépense tellement sans compter qu'on est au point où les voitures sont parfois empilées les unes sur les autres dans les hangars, par manque de place. Ça commence à faire beaucoup de voitures. On arrive, enfin putain, à l'année la plus connue du grand public, 1996, l'année des voitures jaunes. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent que de nom cette collection, en 96, Jeffrey a pété un câble et n'a acheté quasi que des voitures jaune paille. Et les a stockées toutes ensemble dans une section de son hangar. On n'a pas vraiment d'explication officielle du pourquoi du comment, mais il y a deux choses à savoir. Déjà, Jeff est un mec avec des goûts à géométrie variable. D'un côté, tu trouveras dans sa collection des caisses exceptionnelles dans des configurations incroyables qui feraient rêver n'importe qui. De l'autre, il avait un goût particulier pour le kitsch, d'où certaines configurations un peu complètement putain discutables dans la collection. Le mec avait de la moquette en léopard dans son jet privé et des statues érotiques à taille humaine chez lui. Voilà, encore une fois, une question de goût. Ensuite, une autre chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en Asie, notamment en Chine impériale ou en Malaisie, le jaune est associé à la royauté, à la divinité et au pouvoir suprême. Donc tu peux voir là un power move bizarre. Bref, en 96, il commandera et fera repeindre en jaune paille Lamborghini Diablo, Bentley Val d'Isère, Ferrari 512 TR, en variante jaune, souvent avec des intérieurs assortis. Il commande aussi plusieurs Porsche 993 Turbo et des concepts maison de chez Mercedes, base classe S modifiée. On arrive enfin en 97, dernière année de toute cette frénésie bizarre. Cette année-là, il fera produire 6 Ferrari 456 Venice Break, Ferrari 456 Venice Cabriolet, Ferrari 456 Venice Sedan, donc une berline. Il recommence à commander en triple, voire en quintuple, juste pour tester différentes configurations. La logistique commence à imploser, certains véhicules sont stockés dehors sous des bâches, d'autres ne démarrent même plus. Selon l'histoire officielle, c'est un peu aussi là que le sultan aurait commencé à se douter de quelque chose. Il y a 7000 voitures, je te laisse exprimer un avis personnel. Alors vraiment, se douter. 7000 voitures, 14 milliards de dépenses en 10 ans, c'est quand même des gros doutes. Surtout quand le sultan lui-même avait une collection de 3000 voitures et plus ou moins les mêmes goûts. Non, la réalité c'est qu'à l'été 97, déjà je venais de naître, et qu'en Asie frappe une énorme crise pétrolière et que donc les actifs du Brunei se cassent la gueule. Le sultan face au reste du monde est quand même bien obligé de mettre le nez dans ses comptes, et histoire de trouver une excuse et de sauver la face, évince le prince Jeffrey. Oh mon dieu, stupéfaction, il a dépensé 14 milliards. Combien? Bon, avant de clore cette vidéo qui commence déjà à être extrêmement longue, je voulais prendre un moment pour te parler des mentions honorables du hangar et des goûts douteux de Jeffrey pour le tuning. Parce que entre Ferrari et Bentley, tu pourras aussi retrouver dans le hangar, par exemple, des Toyota Previa remontés en VIP, des Opel Calibra extrêmement kitsch et je suis désolé coupable, des Proton Saga ou Wira modèle malaisien, des Peugeot 405 blindés ou tunés, des Kikar japonaises comme la Daihatsu Move ou encore des monospaces Nissan et Honda repeints en jaune avec les jantes dorées. Même les Chevrolet Caprice, Van GMC ou Ford Escort ont fini par y passer. Pour ce qui en est de la collection dans son entièreté, malgré le temps écoulé, la majorité des véhicules restent stockés dans des hangars autour de la résidence du sultan. Certains modèles ont été vendus via des transactions privées au fil des années, mais la collection demeure globalement intacte. En même temps, il faut te dire que ça fait quand même un petit peu beaucoup de caisses à écouler, hein. Il y en a 7000.
Je pense que c'est pas demain matin où on te dira ça y est, la collection du Brunei, c'est fini. Puis bon, je pense pas qu'ils cherchent forcément à s'en séparer. A priori, il y en a quand même quelques-unes qui roulent encore pas mal. Des témoignages indiquent que les conditions de stockage ne sont pas forcément toujours optimales, avec des bâtiments qui ont arrêté d'être climatisés et des véhicules laissés sans entretien pendant de très longues périodes. Comme je te dis, c'est tombé en 97. Et depuis, c'est un peu en décrépitude. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, je t'invite à t'abonner, nous laisser un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu, et ce que tu voudrais voir ensuite. Ah oui, petit point sur le côté, au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près 500 copains. Et au moment où toi tu vois cette vidéo, on sera probablement ce nombre-là. Il paraît qu'on a la commu qu'on mérite, vous êtes tous d'une très très grande sympathie avec moi et je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Ah oui, et si jamais vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe, et si jamais vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se passe. Voilà. Allez, bisous.